Alors, le thème d'aujourd'hui, il est spécial, c'est la position de l'élève. C'est quelque chose de très particulier. J'ai voulu commencer à écrire un texte et en fin de compte, en relisant un texte que j'ai écrit il y a quelques années sur le dojo, je me suis dit, il en parle. Le dojo en tant qu'espace concret et espace symbolique et espace opératif. Voilà. C'est particulier. Et je ne pouvais pas parler de l'élève dans les arts martiaux sans parler du dojo. Puisqu'on en parlait, il y a des enseignants ici, et je me présente souvent à mes élèves comme enseignant de 3e génération. Et je rajoute, je suis tombé comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et cela implique des choses, c'est que lorsqu'on voit des choses en tant qu'enfant, par exemple si on est dans une famille de musiciens, on le vit, on le respire. Et je n'étais pas à l'école comme les autres enfants. J'étais à l'école en me demandant ce que m'enseignait le professeur, mais aussi comment il me l'enseignait. Pour moi, c'était un métier. Il y avait des astuces, des ficelles, des manières de faire qui faisaient que l'enseignant, c'était pas simplement quelqu'un qui nous parle de sa chair, de son pupitre, mais c'est aussi un savoir-faire, un artisanat. Et donc, lorsque un de mes maîtres disait pour la 10e fois la même histoire, les autres élèves, parce qu'on a toujours un capital d'histoire limité en tant qu'enseignant, ce qui fait qu'on se répète souvent, on ennuie les élèves assez vite avec les mêmes histoires. Mais ce qui m'intéressait, c'est pourquoi le maître racontait la même histoire, mais dans telles circonstances. Qu'est-ce qui faisait que cette histoire pouvait non pas être racontée à nouveau, de manière nouvelle, mais qu'est-ce qui faisait que moi je pouvais la percevoir de manière nouvelle? Qu'est-ce qui faisait qu'elle révélait quelque chose de précis dans l'instant, qui pouvait nous aider? Parce qu'un enseignant, s'il raconte une histoire ou s'il dit quelque chose, c'est pas pour étaler sa science, ça ne devrait pas l'être. Surtout si c'est la 10e fois qu'on connaît l'histoire. C'est parce que cette histoire dit quelque chose du moment et de la difficulté de l'élève à ce moment. Et donc j'étais toujours attentif, pas à l'histoire, mais à ce qui dans l'instant, dans le dojo, dans le cours, faisait que l'histoire était nécessaire. Et tout d'un coup, le maître ne parlait pas pour la 10e fois, mais pour la première fois. Et il ne parlait pas par rapport, l'écoute ne se doit pas se faire par rapport à ce que le maître raconte, ce qu'il a besoin de raconter, son défoulement, j'ai besoin de parler, mais qu'est-ce que nous, on a besoin d'entendre. Et ça, c'est ce que j'appelle la position de l'élève. Cette qualité qui fait qu'on se rend compte qu'on a un défaut, une boiterie, comme Oedipe. Quelque chose qui fait de nous un imparfait. Et qu'est-ce qui fait que le professeur est là avec sa rustine, qui fait qu'on saura peut-être un peu plus, on verra un peu plus loin, on entendra mieux, on se positionnera mieux. Et là, j'arrive maintenant à l'autre fait de mon hérédité, qui fait que je suis né avec 3 moitiés. Une moitié vietnamienne, une moitié anglaise et une moitié française. On se dit, c'est pas possible d'avoir 3 moitiés ici, si ça s'imbrique. Regardez les anneaux des Jeux Olympiques, si ça se resserre un peu, tout tient dans un seul cercle. Et pourtant, il y en a 5. Vous les déployez, vous avez une espèce de chaîne. Donc c'est possible d'avoir 3 moitiés. J'ai dû relever cette impossibilité pour
prouver que je n'étais pas une aberration du réel. Et donc, je me suis intéressé aussi à ce que signifiait donc, quelque chose qui me constitue, c'est que je suis né entre plusieurs langues. Et étant né entre plusieurs langues, on voit les choses on n'est pas dans l'évidence. On n'est pas dans l'évidence. Aujourd'hui, la construction européenne nous met devant cette absence d'évidence, ou ce trop-plein d'évidence. Chacun voit avec évidence la solution à un problème et sa solution selon son angle. Il y a l'angle français, il y a l'angle espagnol, l'italien, portugais, anglais, grec, etc. Et ces évidences nous empêchent d'entendre ce que l'autre a à nous dire, qui pour lui est aussi une évidence. Et donc on se jette nos évidences à la tête, et c'est un peu ce que j'avais vécu lorsque j'étais petit. Il y avait l'évidence française, l'évidence anglaise, l'évidence vietnamienne, et ça, dans le creuset familial, faisait qu'on se côtoyait, on voyait des choses qui faisaient que on ne comprenait pas toujours la bonne volonté de l'autre, parce que pour lui c'était une évidence que c'était comme ça. Lorsque j'ai rencontré les maîtres japonais, pour eux il y avait des évidences qui n'étaient pas les nôtres, pas les miennes. Et pour mes élèves, il y a des évidences, et moi j'en ai d'autres, et on a du mal à faire coïncider, comme les anneaux des Jeux Olympiques. On peut tout remettre, superposer, mais chacun se vit séparé et non miscible. On ne peut pas se mélanger sans se dissoudre. Et donc, je me suis intéressé à l'aspect d'incompréhension. Et une des premières choses qui m'intéressait, parce que c'était important pour moi de comprendre. Quand je suis arrivé en France, c'était évident que je ne comprenais pas. On parlait le français au Vietnam, mais lorsqu'on a écouté la télévision française, c'était inaudible. Pourquoi inaudible? Parce qu'on ne parlait pas au même rythme. On regardait consterné le français se déployer devant nous, et on ne comprenait rien. Jamais on parlait à ce rythme-là. C'était inaudible, et pourtant c'était du français. Et pourtant, on possédait le français au Vietnam, sans problème. Et donc, en France, comprendre, ça veut dire qu'on prend avec. On accapare un savoir. Et on demande à l'élève en France d'accaparer un savoir, de s'approprier un savoir. On l'intègre. On a un besoin d'intégration. Mais pour l'anglais, ça n'a rien à voir. We have to understand. Nous devons nous situer dessous. Et du dessous, voir le mécanisme. Comme lorsqu'on se met sous la voûte étoilée, on voit la mécanique des étoiles et on comprend. En allemand, on dit verstehen, se tenir devant. Je crois que c'est en italien ou en espagnol, on dit entiendo, j'entends. Hein? Espagnol. Capito, on dit en italien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, capito. Je comprends. Mais strictement, je comprends veut dire je prends avec. Ça ne veut pas dire forcément pour l'italien la même chose. Je suis espagnole. Ah voilà. Donc vous entendez, vous. Alors que l'anglais, il se met dessous. Alors que le français, il prend avec lui. Et donc tout ça fait qu'on attend une action, une activité différente de l'élève. Et lorsque on est dans les arts martiaux, c'est encore différent. Parce que avec les attentats aujourd'hui, il y a une recrudescence d'inscription dans les arts martiaux. Beaucoup vont vers des activités très, très guerrières, mais pseudo-guerrières. Parce que le vrai guerrier, il tue, c'est tout. Il tue. Ou il fait prisonnier. Mais adapté à la ville, c'est pas du tout ça. On met hors d'état de nuire. Mais à la proportion de l'attaque. La loi est très stricte. On ne peut pas réagir hors proportion, en France en tout cas.
quelqu'un s'approche de vous, on ne peut pas le dézinguer. On peut le dérouiller, mais pas le dézinguer. Ce n'est pas la même activité chimique. Voilà. Mais ça, c'est un peu voilà, pour blaguer. Mais, donc, on va vers les activités où on met l'autre en état de nuire. Donc, on cherche un résultat sur l'autre, pas sur soi. On peut aussi, à l'inverse, aller vers des activités très bien, comme le yoga, par exemple, où, face à l'agression, on se met dans un état où on peut garder son calme et, par la spiritualité, par l'esprit, sortir d'un conflit que de toute façon on porte en soi, vu l'actualité, puisque ça nous agresse psychologiquement. Cet état d'urgence. Voilà. Il y a un état d'urgence en France. Mais les arts martiaux, c'est différent. Les arts martiaux sont aussi une possibilité de réponse. C'est une des raisons pour lesquelles je fais tout ça, tout ce cycle de conférences. Donc, quand vous rentrez dans un dojo, vous y rentrez avec un but précis, mais on ne vous propose pas quelque chose de précis. On vous propose, en tout cas dans mon dojo, on vous propose quelque chose d'extrêmement précis, mais dans la démarche, pas dans le résultat. On vous propose une transformation, une éducation, un questionnement par le corps, pas par la bouche. Parce que le corps est un instrument de recherche. C'est ça qu'on va développer. Comme vous avez un instrument de musique pour sortir un son, une mélodie, notre corps, dans les arts martiaux, est un instrument. Et on doit le développer. D'ailleurs, c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que les gens arrivent avec un corps peu formé, alors qu'autrefois, c'était un corps de guerrier, comme on avait un corps de paysan, de charpentier, etc. Je me rappelle d'un roman japonais, un roman policier un peu ancien, où un des inspecteurs japonais reconnaissait à la démarche ou au pas dans le sol le corps d'un guerrier. Tout simplement parce que le pas gauche était plus appuyé, parce que du côté gauche, il y a le sabre qui pèse. Donc il reconnaissait au pas pesant à gauche. Voilà. Comme autrefois, les gens qui faisaient du rugby à haut niveau, c'était des gars de la ferme, parce qu'ils étaient costauds. Aujourd'hui, c'est des gars bodybuildés, donc avec d'autres types de blessures, une plus grande force, une plus grande vélocité, mais ils n'encaissent pas les chocs comme les gars de la ferme. Et donc, le corps dans le dojo est quelque chose de très important en tant qu'outil, et pas comme quelque chose où on inscrit un divertissement, un défoulement. C'est différent, c'est très différent. Le dojo vous demande une persévérance, une souplesse, une force et une continuité d'action qui vous prolonge loin.